existe des permanences pénales, des permanences civiles et des permanences administratives. Ça permet en premier lieu, à mon sens, d'acquérir de l'expérience. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jeune avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Défense pénale d'urgence, assistance des étrangers, accès au droit. Au cours de sa carrière, l'avocat peut être amené à assurer un certain nombre de permanences. Quelles conditions faut-il remplir pour y participer? Quelle expérience en tirer? C'est ce que nous allons voir dans ce 12e épisode avec Anaïs Fuchs, présidente d'honneur de l'Union des jeunes avocats de Strasbourg-Saverne. Anaïs, bonjour. Bonjour Laurence. Quels sont les différents types de permanences qui existent? Alors, il existe des permanences pénales, des permanences civiles et des permanences administratives principalement. Dans les permanences pénales, vous allez retrouver, même si elles ne portent pas le même nom dans tous les barreaux, des idées communes qui sont les permanences garde à vue et auditions libres, les comparutions immédiates, les audiences correctionnelles, les présentations devant un juge d'instruction ou devant un JLD, juge des libertés et de la détention, les audiences devant le juge d'application des peines, les permanences devant le tribunal pour enfants également, les CRPC, les commissions de discipline en maison d'arrêt et en centre de détention, et également les permanences dédiées aux victimes pour toutes ces audiences. Concernant les permanences civiles, vous allez retrouver, selon les barreaux et les ressorts, les hospitalisations sous contrainte, les audiences d'assistance éducative et également les audiences d'ordonnance de protection. En ce qui concerne les permanences administratives, vous y retrouverez les permanences liées au contentieux de la rétention des étrangers et au contentieux des titres de séjour. Qu'est-ce que cela apporte à un avocat de participer à des permanences ? Ça permet en premier lieu, à mon sens, d'acquérir de l'expérience. Après de longues études et l'obtention du CAPA, une solide base théorique, il est important pour apprendre notre métier d'exercer. Et seule la pratique permet d'enrichir son expérience. Donc de l'expérience, également une manière de développer sa clientèle personnelle. Cette question, elle me fait penser un petit peu au sketch de Caroline Vigneault. L'avocat commis d'office, c'est la rencontre du client qui n'a pas d'avocat et de l'avocat qui n'a pas de client, c'est le speed dating judiciaire. Alors c'est exagéré bien entendu puisqu'il y a des avocats qui ont déjà des clients qui s'inscrivent encore sur les permanences, mais ça permet à l'avocat et notamment aux jeunes avocats de rencontrer des clients qui vont pouvoir, si la relation se passe bien et si le client est satisfait de l'assistance de l'avocat, le recommander soit pour une nouvelle affaire, soit des personnes de sa famille. Et d'ailleurs au-delà de la sphère pénale, ça permet de développer sa clientèle dans d'autres matières puisqu'un client que vous avez eu en garde à vue peut très bien vous appeler pour faire son divorce ou pour un litige avec son employeur. Concernant les permanences pénales, quelles sont les conditions pour y participer? Les conditions d'accès sont définies par chaque barreau. C'est l'impérium du bâtonnier. Vous avez donc des modalités qui sont vraiment différentes, notamment suivant que le barreau soit important avec de nombreux avocats ou dans les barreaux plus petits. La plupart des barreaux vont conditionner l'accès aux permanences par une formation obligatoire, voire un contrôle de connaissances, par un tutorat également, et une obligation de formation continue. C'est par exemple le cas du barreau de Paris, dont vous trouverez les conditions d'accès dans le règlement intérieur. Il faut suivre la formation dispensée une fois par an par l'école de la défense pénale, en partenariat avec l'EFB. Il faut réussir un concours. Le taux d'admis est variable selon les années, mais en ce moment, il y a 150 admis sur les à peu près 2000 participants qui vont être retenus pour les permanences. Il faut également suivre un tutorat en comparution immédiate qui ne sera validé qu'après l'avis d'un référent tuteur. Les permanences qui concernent les mineurs font également souvent l'objet de formations spécifiques. C'est le cas, par exemple, dans le barreau auquel j'appartiens, le barreau de Strasbourg. Ces conditions, elles permettent de s'assurer de la compétence des avocats commis d'office et de participer également à une justice de qualité. Ça permet également, il faut se l'avouer, aux grands barreaux avec de grands nombres de candidats aux permanences de limiter et de sélectionner les avocats qui auront le droit de s'y inscrire. Même question concernant les commissions d'office. Comment être inscrit sur les listes et sous quelles conditions? Les commissions d'office individuelles relèvent du pouvoir du bâtonnier. Elles peuvent aussi relever du pouvoir du président de la juridiction. Quand elles relèvent du bâtonnier, généralement, elles vont être faites suivant les domaines de compétences de l'avocat. Ce n'est pas le cas dans tous les barreaux. Encore une fois, les petits barreaux vont devoir faire leur commission d'office, des fois pas forcément de manière volontaire, mais comme un devoir déontologique envers le barreau parce qu'il n'y a pas assez d'avocats pour ne choisir que les volontaires pour les commissions d'office.
Il existe également des spécificités dans certains barreaux, comme le barreau de Paris, où les affaires criminelles vont être réservées au secrétaire de la conférence. Comment fonctionnent les permanences dans le cadre de l'accès au droit ? Alors, les CDAD, les conseils départementaux d'accès au droit, sont des instances créées pour faciliter l'accès au droit pour tous les citoyens. Ils agissent comme des points de contact locaux où les individus peuvent obtenir des formations juridiques gratuites et confidentielles. Il existe donc des conventions qui sont signées entre les CDAD et les barreaux pour créer des permanences de consultation juridique qui vont pouvoir s'exercer dans les maisons de justice et du droit, mais également dans les mairies et dans des lieux qui sont des fois un peu éloignés des grandes villes, ce qui permet aux justiciables d'avoir accès à un avocat alors qu'il ne peut peut-être pas se déplacer dans une ville de taille plus importante. Existe-t-il des guides de bonne pratique de l'avocat de permanence ? La première référence, le premier guide qui doit servir d'outil à l'avocat, ça va être le règlement intérieur. Ensuite, chaque barreau est libre de rédiger des chartes et de contraindre les avocats de permanence d'y adhérer. C'est le cas du barreau de Paris, encore une fois, qui oblige et demande aux avocats permanenciers de respecter la charte de l'avocat volontaire au service de la défense pénale. Le barreau de Paris a également émis un guide pratique du bureau pénal. C'est le cas également dans d'autres barreaux. À Strasbourg, nous avons par exemple une charte de l'avocat de l'enfant à destination des avocats permanenciers sur les listes mineures, avec par exemple l'obligation, dans la mesure du possible, de rencontrer l'enfant avant l'audience, dans un souci encore une fois de qualité pour le justiciable. Les permanences sont-elles indemnisées ? Alors oui. L'avocat commis d'office n'est pas un avocat gratuit, grande idée du public. Les permanences, elles peuvent être indemnisées soit au forfait, c'est le cas par exemple des comparutions immédiates à Paris, je crois à Grenoble, c'est la même solution qui a été adoptée. Les permanences peuvent également être indemnisées au dossier. Lorsque le justiciable peut bénéficier de l'aide juridictionnelle parce que ses revenus sont en dessous d'un certain plafond, l'avocat de permanence se doit d'accepter d'intervenir à l'aide juridictionnelle. Si la personne a des revenus supérieurs au plafond de l'aide juridictionnelle, l'avocat est en droit de lui demander des honoraires. Et pour régler les difficultés que les avocats peuvent trouver sur le règlement des honoraires, justement, a été créée récemment l'aide juridictionnelle garantie, l'AJ garantie pour les intimes, qui assure une indemnisation à l'avocat. Alors, il y a 4 conditions pour bénéficier de l'AJ garantie. L'avocat doit être commis ou désigné d'office par le bâtonnier ou par le président de la juridiction. Donc là, on est tout à fait dans le périmètre des permanences, puisque quand on est de permanence, on est commis d'office. L'avocat doit intervenir dans l'une des missions visées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 91. Alors, c'est surtout des missions liées à l'urgence, par exemple garde à vue, comparution immédiate, parce que ce sont justement des permanences où il est très difficile de réunir les documents justifiant les ressources du client avant de pouvoir exercer sa mission. Autre condition, bien entendu, comme toute mission à l'aide juridictionnelle, l'avocat doit avoir effectué sa mission et donc avoir demandé au greffe une AFM, une attestation de fin de mission. Et dernière condition, l'avocat n'a pas pu obtenir le règlement d'honoraires. Si la personne n'était pas soumise à l'aide juridictionnelle et devait payer des honoraires, il n'a pas pu en obtenir le règlement. Ces 4 conditions réunies permet à l'avocat d'être indemnisé au forfait de l'aide juridictionnelle. Existe-t-il un droit de suite ? Le droit de suite n'est pas réglementé au niveau national. Encore une fois, ce droit de suite relève de l'impérium du bâtonnier et généralement validé par les conseils de l'ordre. À Strasbourg, par exemple, je parle beaucoup de mon barreau parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est sûr, on encourage le droit de suite. Le droit de suite, c'est le fait de suivre un dossier, de suivre un justiciable du début de la procédure jusqu'à la fin. Vous l'assistez en garde à vue, vous faites le déferment devant le procureur de la République, la comparution immédiate, voire après le juge d'application des peines. Ça nous semble permettre de garantir une justice de qualité auprès du justiciable qui va connaître le même avocat tout au long de la procédure, qui connaît du coup bien son dossier. Dans d'autres barreaux, c'est pas le cas. Le droit de suite est une sorte de privilège et doit faire l'objet d'une demande d'autorisation au bâtonnier. C'est le cas notamment du barreau de Paris. Les avocats de permanence peuvent-ils faire jouer leur clause de conscience ? Un avocat, de manière générale, dans sa carrière, doit savoir refuser un dossier en conscience, lorsqu'il ne s'en sent pas capable de gérer une affaire pour X ou Y raison. En matière de permanence, c'est plus délicat puisque l'avocat de permanence a l'obligation d'exercer sa mission.
Si l'avocat de permanence se retrouve en face d'un cas de conscience, il va devoir demander au bâtonnier de le décharger de sa mission en faisant état d'un motif légitime. Si le bâtonnier ne l'autorise pas à se décharger de sa mission, il devra exécuter sa mission. Le conseil que je donne aux jeunes avocats quand je dispense la formation initiale sur les permanences, les avocats qui ne se sentent peut-être pas, et on peut comprendre leurs raisons, par exemple d'assister des prévenus dans certaines matières, je pense aux infractions sexuelles ou aux crimes de sang, je leur déconseille tout de même de s'inscrire sur des permanences pénales, sur des permanences instruction, où forcément, ils vont être amenés à croiser ce genre de dossier. Donc, je crois que si vous êtes fiscaliste et que le droit pénal vous fait un petit peu peur et que vous ne vous en sentez pas capable, ce n'est peut-être pas très utile de vous forcer à vous inscrire sur les permanences. À quelle spécificité un avocat qui souhaite assurer des permanences doit-il s'attendre en fonction de la taille de son barreau ? Comme je vous l'ai dit, si certains grands barreaux posent des conditions de plus en plus strictes pour accéder aux permanences, les barreaux de petite taille peinent à trouver des volontaires. Nous allons avoir du coup des barreaux qui vont imposer aux avocats de faire des permanences. Ça peut être le cas par exemple du petit barreau de Saverne que je connais bien, mais avec la possibilité pour ces avocats de permanence aussi de se faire substituer beaucoup plus facilement que dans les grands barreaux. Dans les grands barreaux, si vous êtes de permanence, il n'est pas possible de se faire substituer pour votre permanence. Dans les petits barreaux où la commission d'office est contrainte, on admet plus généralement la possibilité de se faire substituer justement par des jeunes confrères qui sont très contents de pouvoir prendre les permanences des plus anciens lorsqu'ils prêtent serment. Les barreaux vont aussi organiser les permanences en fonction de leur spécificité locale. Nous avons des barreaux très différents en France, avec des ressorts de taille extrêmement différentes. Des barreaux qui sont implantés dans des zones rurales, des zones montagneuses, les barreaux ultramarins également. Les conditions d'exercice ne sont absolument pas les mêmes. Il faut des fois que l'avocat de permanence fasse énormément de kilomètres et les organisations des permanences sont du coup réalisées en fonction de ces critères-là. De même, vous avez des ressorts dans lesquels l'activité pénale est plus faible que dans d'autres et l'organisation des permanences va plutôt se dérouler sur une semaine, alors qu'elle est dans les grands barreaux généralement pratiquée sur 24 heures, voire même sur 12 heures. Certains barreaux ont décidé de mettre en place des coordinateurs ou bien des collaborateurs de l'ordre pour coordonner, pour gérer les permanences. Vous avez d'autres barreaux qui fonctionnent encore de manière plus artisanale. Des barreaux choisissent également de gérer leur permanence via des logiciels qui se répandent de plus en plus et qui permettent de faciliter les échanges par Internet afin, encore une fois, de rendre plus fluides les permanences puisque l'objectif est vraiment de répondre à l'urgence et tout ça dans le respect aussi du travail des avocats. Donc il est absolument primordial et important pour un jeune avocat qui s'inscrit dans un barreau ou pour un avocat d'ailleurs d'expérience mais qui change de barreau de se renseigner auprès de son ordre pour connaître les conditions d'accès aux listes de permanence, mais également les conditions pratiques et locales d'exercice de ces permanences. Est-ce que les permanences sont réservées aux jeunes avocats ? Non, il n'y a absolument aucun critère d'âge maximum pour réaliser les permanences. On peut à tout âge s'inscrire sur les listes. Néanmoins, certains barreaux conditionnent l'accès aux listes de permanence à un niveau d'expérience, donc un certain nombre d'années de barre. Pour les mineurs, notamment, en droit des étrangers, certains barreaux exigent 1 an, 2 ans, 3 ans de barre, et plus vous gagnez en expérience, et plus vous avez le droit d'accéder à toutes les permanences. Quelles sont les particularités des permanences relatives aux hospitalisations d'office ? Les permanences relatives aux hospitalisations d'office ne sont pas exercées dans tous les barreaux parce que ça dépend si vous avez un centre hospitalier dans le ressort de votre barreau. C'est assez particulier parce que l'avocat peut être amené à se déplacer au sein de l'hôpital, tout comme le tribunal. Le tribunal se déplace à l'hôpital et ce sont des permanences qui nécessitent également souvent une formation spécifique. Puis c'est un monde assez incroyable parce que vous êtes à la croisée du monde du droit et du médical avec des clients qui sont également les patients des médecins. Ce ne sont pas vos patients, vous n'êtes pas médecin, mais qui demandent une certaine écoute et une certaine sensibilité à mon sens pour être bien assisté, qui peut être un peu désarmante quand on commence ces permanences-là. Quelles sont les dernières évolutions concernant les permanences en droit des mineurs ? Désormais, la loi précise qu'un mineur doit être
assisté par le même avocat dans la mesure du possible pour toutes les procédures qui le concernent. Ça signifie que lorsque vous assistez un mineur pour la première fois et que vous êtes de permanence, si ce mineur est amené à être reconvoqué pour une autre affaire devant le tribunal pour enfants ou à être placé en garde à vue ou à être entendu dans le cadre d'une assistance éducative ou devant le juge aux affaires familiales, le tribunal devra faire appel au même avocat qui l'a assisté dès la première fois. Tout cela en essayant bien entendu de respecter également le choix de l'avocat par le mineur, ce qui peut des fois poser quelques difficultés. Et c'est extrêmement important parce que ça permet à l'avocat du mineur d'être le vrai fil rouge pendant plusieurs années de cet enfant, de ce mineur. Et des fois, l'avocat du mineur est le seul à connaître toutes les procédures que connaît le mineur. Ça m'arrive pour certains de mes clients mineurs même d'avoir tous leurs papiers importants à mon domicile parce qu'ils savent que moi, je ne vais pas changer jusqu'à leur majorité. Je serai toujours là, et même après d'ailleurs, alors que les juges des enfants changent, les éducateurs changent, les juges aux affaires familiales ne sont pas les mêmes, et finalement l'avocat est le seul à connaître tous les éléments de la vie du mineur. C'est très très important de respecter ce principe. Il y a des conditions particulières pour s'inscrire sur ce type de permanence ? Les permanences pour les mineurs font l'objet souvent de formations spécifiques parce que là encore, le mineur est un public spécifique avec des besoins particuliers. Il faut aussi avoir, je dirais, la fibre avec les enfants, mais pas que. Il faut connaître le droit des mineurs, code de justice pénale des mineurs qui est différent du code pénal général. Donc ça demande des connaissances, une déontologie particulière, peut-être encore plus de soins accordés à cette jeune clientèle particulièrement vulnérable. Voilà de quoi motiver les avocats encore hésitants à s'inscrire sur les listes de permanence de leur barreau. Merci Anaïs pour tous ces conseils et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Jeune Avocat.